Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Dans cet épisode, on fait dans la suite du précédent épisode. Nous avions eu Victor Koustenov qui était venu nous parler de Trino et de Starburst. Et on vous avait promis qu'il reviendrait pour un nouvel épisode avec une démo des produits. Et donc, ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. On va pas repartir dans les présentations. Vous pourrez aller écouter le précédent épisode et savoir qui est Victor. On est toujours la même équipe. Victor est avec nous et je suis avec Nicolas. Salut messieurs. Hello. Bonjour tout le monde. Et donc Victor, on va te laisser la main, tu vas nous partager ton écran et tu vas nous montrer, justement, comment ça se passe et tu as sélectionné, 3 petits scénarios, un petit peu, représentatifs de ce qu'on fait, et de finalement de ce que tu as l'habitude de voir chez les clients. Un qui est évidemment le scénario, comment est-ce que vous attaquez au monde iceberg, et avec l'implémentation Lakehouse. Cette notion de fédération aussi dont tu nous as parlé, qui est de pouvoir agréger des environnements différents et pouvoir faire des choses, un petit peu, de manière, justement fédérée. Et puis cette histoire de data product dont on a parlé, qui est un petit peu l'incarnation du concept du data mesh, pour la data. Et donc c'est ces 3 petites choses que tu vas nous montrer là dans les minutes qui viennent. OK, merci Vincent pour cette intro. Donc en effet, 3 thèmes différents que je vais essayer d'illustrer, sachant que l'intérêt aussi, c'est que voilà, ces thèmes, c'est pas que du Starburst, hein. Donc quand on parle de fédération ou de iceberg, c'est Trino. Donc là, je vais utiliser l'interface de Starburst, hein, notre interface web, mais les requêtes que je fais, elles peuvent être faites aussi, sur Trino. OK, donc là, on a une interface qui permet, de monitorer son cluster, hein, l'utilisation du cluster. Tout à l'heure, au dernier épisode, on parlait des workers, l'autoscaling, hein, le nombre de clusters, etc. Donc, un certain nombre de choses ici pour gérer les catalogues, la maintenance des tables d'iceberg, les data produits qu'on va le voir, les modèles IA, peut-être qu'on fera une petite passe à la fin rapidement, les access control. Je vais pas faire une démo d'access control, mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour gérer qui a le droit d'accéder aux données. Et puis, l'historique du cluster en termes d'utilisation, en termes de métriques, les logs, etc. Ok, donc voilà, on a une interface pour gérer tout ça. Pour mettre un petit peu Ouais, de vas-y. contexte, Victor, ce que tu nous montres comme interface, là, ce Starburst Enterprise, c'est ce que les gens qui iraient sur Starburst Galaxy auraient comme interface? Alors oui, sachant qu'il y a des petits pardon, il y a des petites différences fonctionnelles entre la version cloud et la version entreprise. Ouais. Dans la version, par exemple, Galaxy, il y a des petites choses en plus comme le lineage, la data quality, qui sont pas encore dans la version entreprise. Mais dans la version entreprise, il y a plus de connecteurs, il y a plus de configurations. Donc on a le même look and feel, donc ça ressemble grandement, hein. Mais voilà, ça va être globalement, ça va être la même chose en termes de le query editor, hein, en termes de catalogue, etc. Mais là, c'est la version entreprise que vous pouvez installer chez vous, on-prem ou dans le cloud. Donc, si on commence par la partie un petit peu iceberg, etc., donc dans cet éditeur, le but du jeu, vous voyez, déjà ici, on a tous les catalogues. Donc là, bon, c'est mon environnement de démo, donc j'ai un catalogue de type iceberg. Je me connecte alors via le Metastore Glue, pourquoi pas, mais j'ai une connexion aussi vers MariaDB, je vais avoir du SAP HANA, du Salesforce, du MongoDB, etc., etc. Ok, donc là, je me connecte à des sources de données. Là, je vais faire de l'iceberg. Donc, en gros, ici, j'ai normalement, j'ai un schéma, hein, qui est dans Iceberg Glue. J'ai déjà un schéma qui s'appelle Victor, ok, dans lequel j'ai déjà un certain nombre de tables et de vues au format iceberg. Ok, on voit, on peut naviguer dans ces catalogues. Donc là, ici, j'exécute mes requêtes. Ok, j'ai un schéma iceberg qui est basé sur ce bucket. Ok. Déjà, je vais créer une table iceberg. Alors, table iceberg, on va pouvoir créer évidemment partition, hein, en SQL, hein. C'est le côté un peu ETL, au format parquet. Version 3, je vais faire de l'iceberg 3, et on voit que je fais un create table avec un select, ok, et je vais partir sur une table TPCH. Ok, donc là, je vais la dropper si elle existe, et je vais la créer. Donc là, je crée une table customer. Donc là, on voit que, super, on peut interroger ma table des clients. Ensuite, ce qui est intéressant avec Trino, Starburst, c'est que je vais pouvoir voir aussi des métadatas, hein. Pour chaque ligne, je peux voir dans quel fichier parquet elle est stockée, dans quelle partition, etc., etc. Ok, donc là, c'est intéressant. J'ai un ensemble de métadatas
OK, que je vais pouvoir interroger. Donc les fameux snapshots, iceberg, les partitions, les fichiers, hein. On voit ici, ben voilà, c'est bien un fichier iceberg de type 3. Ici, c'est quoi les snapshots? Moi, j'ai un seul snapshot. Je dois avoir les partitions quelque part. OK, ça, c'est mes partitions hein, avec les statistiques des partitions, et cetera. OK, donc là, c'est ma table iceberg avec des partitions. L'intérêt d'iceberg, OK, rapidement, là, je vous fais du SQL, simple, hein, je vais enlever les catalogues pour avoir plus de place. Je peux faire de l'insert, OK, donc là, bah, j'insère, tiens, DuckDB, Spark et Commander BumBum, OK, qui est la mascotte de Trino. Donc là, je peux voir les nouvelles lignes et puis, bah, je peux aller voir les snapshots. OK, on voit que maintenant j'ai un nouveau snapshot parce que j'ai fait un ajout. OK, donc on va pouvoir suivre ça. J'ai les manifestes, OK. Pour ceux qui connaissent un peu Iceberg, hein, maintenant j'ai un nouveau fichier de manifeste parce que j'ai une nouvelle version de mes données. Bon, je peux faire du delete, OK, tranquillement. Je peux voir un petit peu mes commits et avec l'histoire de Iceberg V3, hein, j'ai mon fameux fichier, si les gens connaissent Puffin, à la fin, qui me fait une référence vers les tables qui ont été, deletées. Donc petite démo Iceberg, hein, c'est toujours sympa de voir enfin, moi je suis bluffé, hein, par rapport à avant, de voir Ouais. tout ce qu'on peut faire maintenant sur un lakehouse, hein. Tu fais de l'update, tu veux faire ici un rolling edge, bah, tu peux voir, quelle table a été éditée. Donc ça, c'est quand même assez, ici, je peux voir que les tables, les lignes, hein, elles ont été défaites la 4e séquence, 5e séquence, et cetera. Donc ça, c'est pas mal. Encore mieux, hein, l'évolution de schéma. Imaginez faire ça avant dans un lake, hein, tu te souviens Vincent? Dans un Ouais. Hive, c'est avec une valeur par défaut. Ça, c'est Iceberg V3. Donc là, j'ajoute une colonne de type, enfin, varchar qui est le téléphone avec une valeur par défaut et maintenant je fais une insert dans la table avec ces nouvelles colonnes. Ah voilà, là j'ai bien ma nouvelle colonne Commander BumBum, hein, encore en fois 0 avec mon numéro de téléphone. Pendant très longtemps, jamais on a imaginé que sur un stockage, objet, comme le S3 qui est sous-jacent à ça, on puisse faire ce genre de avec autant de facilité, ce genre de manipulation, quoi. C'est moi, Ah ouais. ça me bluffe à chaque fois, hein, Le support SQL, donc insert, bon là des nouveaux types, Iceberg V3, évolution des partitions. C'est quand même un truc super important dans le lake, hein. Avant j'avais une partition sur, marketing segment. Là je vais rajouter une partie je fais un alter partition national key, OK? Et là je fais des inserts, je vais faire 2 inserts avec cette nouvelle partition, OK? Maintenant si je regarde les partitions, bah, en fait c'est super marrant ce qui se passe, c'est que maintenant j'ai des lignes avec cette partition, donc j'ai une nouvelle, double partition et j'ai une seule ligne, OK, j'ai des nouveaux évidemment des nouveaux fichiers, mais j'ai, un seul record qui est dans la partition, heu heu, voilà, qui est dans la partition nation key, 3, market segment SQL Engine. Donc c'est vraiment en termes de tu peux comme ça faire évoluer tes partitions. Alors après, il y a les fameuses partitions cachées dans Iceberg, hein. Tu fais une partition sur l'année, tu peux faire un filtre sur les jours et on va profiter de partitions de l'année. Enfin bon, c'est quand même des choses pas mal, quoi. C'est marrant, ces outils-là, c'est vrai que moi je les voyais très en mode select only et tu faisais que enfin de l'analytique, tu faisais que du query et finalement de voir que toutes les actions sont supportées, c'est vrai que ça me même je pense qu'en termes de cas d'usage, ça démultiplie les possibles par rapport à ce qu'on pouvait avoir en tête. Ah ouais, tu peux commencer à faire de l'opérationnel sur l'iceberg. Si tu as de bonnes perfs, si tu fais ce que tu veux, et cetera. Le fameux time travel. Donc voilà, le petit pour finir sur iceberg, un des trucs, hein, c'est le time travel. Alors après, il y a plein d'autres trucs, hein, mais là, on voit tous les snapshots. Voilà, on peut voir l'historique, hein, il y a eu des appends, des delays, des overwrites, et cetera. Donc là, tiens, je veux revenir à un état au début où j'étais à peu près stable, hein, ce snapshot. Donc là, je peux faire un select. Donc là, on voit, hein, les engines, c'est un peu le bazar, hein. J'ai du Conner Bun, du DuckDB, et cetera. Si je repars sur ce snapshot, on croise les doigts, bah là, je suis dans un état stable. OK. Je fais un rollback sur ce snapshot ID. OK. Hop, maintenant je refais un select sur SQL Engine. Super. J'ai un truc qui est clean. OK, bon, alors évidemment, il faut gérer tout ça, mais ça marche vraiment. OK. On peut rollbacker sur des choses. Donc voilà, donc c'est juste pour montrer un petit peu un petit feeling de iceberg, hein. On peut enregistrer, ajouter des nouveaux fichiers, des nouvelles tables. J'ai maintenant du branching. Enfin bon, le connecteur iceberg, hein, Trino, il est assez puissant et continue à évoluer, voilà.
Donc là, c'était petite démo iceberg. Et c'est aujourd'hui, l'adoption d'Iceberg, c'est, tu vois, toi, une grosse adoption justement, chez les clients, que vous avez? Clairement, clairement. Tous les gens alors il y en a certains qui sont partis sur Delta Lake il y a, 3-4 ans et eux, ils commencent à se dire: «Est-ce que je vais migrer dans Iceberg ou pas?» mais ils sont un peu bloqués avec du Delta, hein, parce qu'ils ont tout développé en Delta. Et tous les gens maintenant, ouais, non, tous les gens qui font du data lake, c'est Iceberg, que ce soit pour faire des vues matérialisées, des tables, et cetera. Ah ouais, moi je le vois maintenant, Il y a plus personne qui partout. fait du parquet tout seul, quoi, pour résumer. Ouais, non, parce que alors i oui et c'est vrai que tu peux faire du Hive parquet tout seul, mais moins en moins, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, dans tous les nouveaux projets, ça part sur l'iceberg. Donc iceberg. Maintenant, un petit truc, donc ouais, donc iceberg, alors ce qu'il faut aussi de l'iceberg et je pense que j'ai un petit truc ici, ça c'est aussi c'est intéressant, c'est le côté, il faut vous savez qu'il faut nettoyer tout ça, hein. Il faut je l'ai pas ici mes fonctions, ouais, je l'avais pas pour faire du de la compaction, les snapshots et cetera. Donc on il y a des fonctions dans le connecteur Trino Iceberg pour, compacter, pour nettoyer les snapshots, pour, recalculer les stats et cetera. Alors, un des choses qu'on amène dans Starburst, hein, on va voir la valeur, c'est que on a implémenté un scheduling de maintenance. Ok, donc, si on voit que, alors on peut faire des étapes de compaction, de profiling, etc. Je peux ici créer des jobs avec, bah, je dis sur tel schéma, sur telle table, toutes mes tables de mon schéma iceberg, je veux une compaction en profiling, etc. Ça, c'est intéressant. Et puis surtout, on voit les requêtes qu'il a fait, hein. Ici, je vois sur cette table-là, on va voir. Donc, il a fait tous ces trucs-là. Donc, ça, à chaque fois, c'est des requêtes qui ont été exécutées. Et si je vois de cette requête, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, on voit que si vous voulez le faire à la main, hein, ça c'est Iceberg, il fait un alter table, optimize, fais-moi une compaction entre telle date et telle date. Ça veut dire que la compaction, il supprime les métadonnées dans un intervalle de temps, il garde que l'état initial et l'état final de la table en question, c'est ça? Surtout, alors, il va surtout compacter aussi les fichiers de petite taille, il va les mettre en Ouais, grosse taille. d'accord. Ça, c'est OK, important, ok, les tailles OK. de fichiers. Après oui, il va aussi travailler sur les métadatas, mais la compaction, c'est surtout pour la taille des fichiers qu'il va essayer d'optimiser. Ça reste «un problème» entre guillemets, hein, dans Iceberg, il faut faire attention à ça, quoi. Donc ça, c'était un petit peu d'iceberg. Alors on voit que nous, dans Starburst, hein, c'est aussi un des trucs, on historise toutes les requêtes qui passent dans le cluster. Donc tu peux voir qui a fait, quelle requête, quelle table, quel user depuis Power BI, Tableau, enfin bon. Donc on a aussi toutes les informations de qui a fait quoi. Ensuite, la fédération, un des autres gros points, hein, on a parlé de Lake, un autre gros point de Trino Starburst, c'est la fédération. C'est quoi la fédération? Alors j'enlève le cache, hein, ça c'est l'histoire de résulte cache pour être sûr que je fais tout en live. Ah, ici, c'est simple, hein. Déjà, c'est marrant, les gens, on leur parle de fédération. Des fois, on comprend pas. Je fais une requête, ça devient super clair. Et en effet, tu vois, dans une requête SQL, je fais une jointure entre ma table iceberg que je viens de faire, une base Oracle, une base Mongo. Ok, donc là, dans une requête, je fais une jointure entre ces trois sources. Et c'est là où, hein, donc pour chaque requête, je vois ce qui se passe. Je peux voir le cluster, je peux voir les stages, je peux voir le plan d'exécution en mode graphique, etc. Et je peux voir que, tu vois, j'ai récupéré, ben, bon, ici c'est tout petit, hein, mais 25 lignes de Oracle, 5 de Mongo, 123 000 lignes de Iceberg. J'ai un query plan. Je peux voir exactement combien de temps j'ai récupéré ma donnée de Mongo, de Oracle, etc., etc. Donc là, c'est une requête. Je fais une fédération. Ok, c'est vraiment super simple, mais en même temps, quand on ne sait pas que c'est possible, Ouais, des ouais, fois, les gens ouais. sont surpris, quoi. Alors après, quand tu veux dire, bah, maintenant je veux donner ça au métier, le métier il connaît pas forcément le SQL, bah, tu peux lui préparer des vues. Donc toi, dans ton Metastore, encore une fois, Glue, Hive, Polaris, Starburst, tu crées une vue logique, bah, vue client, qui elle-même fait une jointure entre Iceberg, Oracle et Mongo. Ok, comme ça, la personne, elle fait select étoile from vue client. Derrière, super, j'ai ma donnée. Sachant que derrière, c'est bien une jointure entre Iceberg, Oracle et Mongo. Maintenant, tu veux toujours aller plus vite.
bah, tu fais des vues matérialisées. Alors regarde cette requête, hein, je peux voir la requête, elle fait quoi? Alors tu fais des vues matérialisées au format iceberg. Donc ça, pour le coup, c'est comment dire? C'est un truc de Starburst pour le rafraîchissement automatique. Dans le Trino Iceberg, tu peux faire des vues matérialisées. Nous, on a inclus le refresh automatique. Ok, donc là, tu vois, ça prend 11 secondes. Si je fais une vue matérialisée, la première fois que j'exécute, ça va faire pareil 11 secondes parce qu'elle n'a pas encore Logiquement, matérialisé. ouais. Après, je suis en live, hein, pour être, j'aurais peut-être pas obligé que je la refasse tourner, mais voilà. Donc là, je fais un refresh, je force le refresh, hein, je vais pas attendre 1 heure du matin pour qu'elle se refresh. Bah, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais persister le résultat dans S3 et je vais, Voilà, c'est ce que récupérer ma j'allais donnée, dire. voilà. Là, il y a un storage, il y a un pool de storage qui est dédié à ce genre d'usage et qui va être matérialisé dans S3. OK. Voilà, donc là, tu vois, c'est à moins de 30 secondes. On peut voir qu'à la fin, hein, si je regarde le détail de ce select sur la vue matérialisée, ben, en fait, je vais ici dans une table qui s'appelle Materialize View sur ma table iceberg. OK. Et quand je regarde ce truc-là, hein, donc ma vue matérialisée au format iceberg, je vois que hop, c'est un fichier parquet, enfin, c'est une table iceberg, OK, qui est stocké dans ce Ouais, bucket, dans ce répertoire. OK. et c'est ça la notion de cache que vous avez, de ce point de vue, Ouais, enfin, capacité de cache qui est voilà, le cacher quand tu veux faire une vue matérialisée. Après, on peut cacher des bases de données, des trucs comme ça, mais les vues matérialisées, c'est intéressant. OK? quand tu fais une vue non matérialisée, tu caches aussi un petit peu de métadonnées, localement dans le query engine qui fait que si tu as besoin de réutiliser cette vue, elle sait déjà ce qu'elle a comme enregistrement dans chacun des catalogues et des choses comme ça? Ou c'est quelque Ouais, chose que vous gardez pas? si, ça, c'est au point de vue de la config de ton catalogue. Tu vas pouvoir évidemment mettre un petit ciel, sur les métastores, enfin, sur le métastore et les statistiques. Dire, «Garde-moi les métadatas du métastore au moins pendant 1 heure», quoi. Ne pas réinterroger le métastore à chaque fois, quoi. Ouais, ouais. Alors, donc ça, c'est pour vraiment illustrer la fédération. OK. Maintenant, pour continuer un petit peu, le dernier sujet, hein, sur les data products, les fameux data products. Donc nous, alors tu vois, en fait, l'idée, hein, Nicolas et Vincent, c'est que tu as une requête, super. Maintenant tu dis: «Bah, je voudrais la partager, la publier dans mon environnement data mesh ou pas à mes users, ou je voudrais faire de l'IA dessus de manière un peu sympa». Donc voilà, c'est là où tu vas pouvoir créer un nouveau data product sur cette requête ou ajouter cette requête dans un data product. Pourquoi? Parce que pour nous, Starburst, un data product, c'est un ensemble de datasets qui sont des vues ou des vues matérialisées avec de la OK. métadata. Ok, donc en fait, techniquement, après, ce qu'il faut comprendre, et vous allez voir, c'est que quand je crée un data product, je crée un schéma, et dans ce schéma, j'ai des vues ou des vues matérialisées. Parce qu'après, le but du jeu, tu vas interroger tes data products avec du SQL, et il faut que Power BI puisse attaquer ton data product. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ici, nous, dans Starburst, on a un marketplace de data product, hein, et c'est ça qui peut être échangé avec des outils tiers comme Data Galaxy, Colibra ou autres. Petite parenthèse, hein, on a une interface, mais tout ça, ça peut être fait avec des API REST. Donc, tu peux éditer, créer, lister des data products avec une API. Ok. Donc ici, voilà. Alors, tu as des domaines, métiers aussi. Donc, par Mmh. exemple, ici, je sais pas, je vais regarder les consommations d'énergie. Donc là, j'ai 4 data products. Je peux avoir des étoiles dessus ou pas. Je peux voir qui a fait quoi, etc. Donc maintenant, si je vais dans ce data product, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ensemble de métadatas. Donc, on a essayé de reprendre un peu ce que disait Degani, hein. Donc, j'ai les propriétaires que je peux contacter. J'ai des tags, j'ai des domaines, j'ai des liens, pourquoi pas, qui vont me donner de l'information. J'ai un résumé. Est-ce que ce data product, il est souvent utilisé? J'ai une description. Ok, je peux mettre des images. Donc là, c'est du markdown, hein, tu fais ce que tu veux. J'ai un ensemble de datasets, tu vois, dans ce data product. Donc, par exemple, ici, ici, c'est quoi? C'est ma vue 360 de mon client. OK? Donc ils sont, avec des colonnes. Je peux avoir un petit aperçu, qu'est-ce qu'il y a dans ce dataset. OK? Donc là, c'est ma consommation
d'énergie, contrat type avec aussi mes demandes au support. OK. J'ai des exemples d'utilisation parce que si moi, je veux utiliser ça depuis un outil de BI, je vais devoir en faire un select. Donc on voit ici, je sélecte un catalogue qui est un Metastore avec un schéma qui est le nom de mon data product avec un dataset, une vue matérialisée, et puis je peux discuter. Est-ce que vous voyez l'histoire du data product, comment on l'a implémenté? Ouais, c'est super clair et ça veut dire que, heu, tu es capable d'exposer à un outil tiers entre guillemets, «ces métadonnées» qui ont été créées autour des data products? Il y a une API qui serait appelable par un outil tiers ou est-ce que ça reste faut un utilisateur Starbust pour pouvoir se connecter dedans et aller regarder? Non, non, en effet, il y a tout ce qu'il y a. Il y a des API REST pour lister, éditer, pour récupérer tout ça. Ce qu'on fait comme intégration avec encore une fois, les outils externes, c'est via une API REST. Donc tout est dispo. C'est stocké dans le back-end de Starburst, mais c'est dispo avec une API REST. Demain, si j'ai mon open metadata au-dessus et enfin open metadata, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est pas un catalogue qui est orienté vers le ce que ce Bien sûr. lui va plutôt Ouais. collecter la métadonnée technique, mais je pense plutôt à si je veux le mettre dans un Microsoft Purview ou quelque chose comme ça au-dessus, je serai en mesure de le faire. OK. Ouais, ouais, tout à fait. Donc soit là aujourd'hui un API REST classique qui permet de récupérer, de travailler avec tout ça, soit si on avance un petit peu sur l'histoire de l'IA, notre serveur MCP, il pourra aussi interroger ses data products. Parce que maintenant, l'histoire de l'IA, c'est quoi? C'est que un, on va se connecter au modèle LLM. Donc là, tu vois, dans mon truc, j'ai du Claude, du Llama, etc. Ok, je me connecte simplement ici à un truc de type OpenAI avec un endpoint, un API key, tu peux override le prompt. Donc ça, c'est Mmh. classique. Ouais. Ensuite, dans cette IA, juste en 2 secondes, comme tout le monde, mais je le montre parce que il y a des gens qui le montrent, donc je suis obligé un peu, mais tu peux appeler des fonctions IA en SQL et c'est un peu bête et méchant, mais voilà. De quoi parle le podcast Big Data Hebdo, s'il te plaît, Claude? Ben voilà, a priori, j'espère qu'il va me donner une réponse correcte. Ouais, ça a l'air d'être, voilà. Bah, ça s'est amélioré parce qu'au début, on Ouais. avait des trucs complètement ahurissants quand même. C'est clair. Ouais. Donc là, tu choisis alors c'est marrant, j'avais essayé avec IQ, il me répond une autre, il me fait juste une Ah ligne bah, avec un petit truc. Bon, bah, ouais, ouais, ouais. C'est là que tu vois que voilà. c'est les modèles évoluent vraiment très sensiblement d'une fois sur l'autre, hein. Ouais. Ouais. Donc après voilà, tu peux faire bon de l'embedding, tu peux faire de l'analyse de sentiments, tu peux faire de fixer la grammaire, de la traduction, du masking. Ça c'est marrant, tiens. Dis-moi une phrase, Oui. masque-moi les dates et données financières. OK? Voilà. Non, 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 mais ça veut dire qu'effectivement, face à des enjeux de création enfin, de qualification de données, de choses comme ça, on peut directement intégrer dans les requêtes de la feature AI à laquelle on donne accès, quoi. Et Ouais, donc ouais. c'est bidirectionnel puisque comme tu le montrais juste avant, tu es capable d'exposer les data products que tu as fait pour qu'ils puissent être consommables à leur tour par des modèles d'IA, aussi, quoi. Et voilà et même après, bon, je vais pas rentrer dans enfin, je vais le faire tourner pour les gens qui comprennent un petit peu ce que c'est un RAG, mais là, c'est un peu amusant, quoi, de faire du RAG en SQL. C'est-à-dire que nous, on a une base vectorielle qu'on a implémentée au Iceberg. Donc quand on fait de l'embedding, on peut stocker ça dans une table Iceberg. C'est une table Iceberg qui va contenir ton vecteur. OK, donc on supporte aussi d'autres bases vectorielles, mais on peut faire ça avec de l'iceberg et là, ici, voilà, je pose une question, je vais générer l'embedding. Ensuite, je vais faire une recherche de cosine similarité dans ma base vectorielle existante. Ok, là, je vais récupérer mes top 5 chapitres qui répondent à ma question. Et ensuite, ça, je mets ça dans un JSON. Et ensuite, je fais un prompt en me disant, bah, explique-moi pourquoi ici, pour un Boeing 747, comment la balance, du poids est importante? Liste-moi les chapitres, heu, à partir de JSON que je te donne. OK, donc là, j'ai enrichi ma question, heu, avec une recherche dans une base vectorielle pour me donner un résultat intéressant. C'est en 2 secondes,
Mais voilà le genre de truc qu'on peut maintenant commencer à faire en SQL. Le Et pour SQL, ouais. règne sur toute la terre. Mais si tu veux pas faire de SQL, dernière, on va dire, étage de la fusée, donc avec les data products, donc soit tu peux les enrichir en SQL, donc ça aussi c'est intéressant, hein. Pourquoi pas que l'IA me serve à faire la description des fameux data products ou de ma couche sémantique. OK? Alors soit en interroger les données, soit à partir des métadatas, mais tant qu'à faire, il peut me donner une description. OK? Donc ça peut être intéressant. Tu choisis ton modèle. Soit, bah, maintenant voilà, l'agent qui te dit, bah, ici je vais lui reposer la question. OK? On va voir, nouveau chat. Voilà, donc là, c'est là où tu peux commencer sur un ou plusieurs data products. Donc là, ici, je suis exec et j'utilise Claude Sonnet. OK? Donc là, tu peux commencer à lui poser des questions sur tes données. Donc via MCP ou via notre interface. Voilà. OK? Encore une fois, il y a pas de magie, hein. Si tu as pas une bonne description, il pourra pas comprendre, et cetera. Là, tu vois, il te génère du SQL. Tu peux sur Non, mais si effectivement, si au sein de la data product, de toute façon, vous avez la fédération, en fait, le cas d'usage, il est forcément au sein de la data product, quoi. Enfin, c'est un peu, enfin, ça doit être un peu étrange d'avoir un truc multi-data product. Donc, je trouve ça assez cohérent que au sein d'un data product, tu vas avoir un certain use case, puisque de toute façon, tu as un prisme sur ta donnée, ouais. et que derrière, que ton agent fonctionne que dans ce prisme-là, mais qui peut déjà être vachement étendu grâce à la fédération, tu peux déjà faire un truc super puissant, quoi. Oui, oui. De toute Non, non, il y a façon, ça répond à un critère qui est assez simple, que c'est que si tu dis, «Je vais aller scanner tous les data products pour pouvoir, construire», parce que bon, le sous-jacent dans ce truc scénario agentique, c'est qu'on fait un entre guillemets «un truc qui ressemble à du RAG», hein. La fenêtre de contexte, elle va exploser, quoi, si tu te retrouves à mettre tout ce qu'on connaît, donc et ça oblige effectivement à sélectionner un petit peu le domaine dans lequel on a envie de creuser, dès le ouais. départ, quoi. Ouais. Après, ça pourrait être un truc plus par domaine. Comme nous, on a des domaines qui sont des groupes de data products, des fois, les gens, ils savent pas trop où la donner. Donc, ça pourrait un sens, au moins, de travailler sur un ensemble de data products qui sont dans un domaine métier particulier. Mais bon, je suis Ouais, d'accord en avec fait, vous. il Après, il ouais. pourrait y avoir l'approche qui est la réponse qu'Anthropic a fait par rapport à l'explosion de la taille des contextes due au MCP, parce que quand tu connectes plein de MCP sur un modèle d'IA, dans le contexte, tu te retrouves avec le contenu de tous ces modèles, tous ces MCP, la description de tous ces MCP, et alors que là, les skills permettent de faire une première passe, de déterminer quels sont ceux qui correspondent à la requête qu'on veut faire, et ensuite de vraiment charger ceux qui ont leur importance. Et donc, pour le coup, là, vous pourriez avoir une première passe qui est de dire, bah, je vais aller regarder dans le catalogue des data products pour savoir quels sont ceux qui correspondent, Ouais. Et après, ouais. et après Ouais. descendre Ouais. dans Ouais. ceux qui auraient été présélectionnés. Mais bon, on est à la marge, et comme on dit à chaque fois là-dessus, le temps qu'on réfléchisse à la question, il y a sûrement une nouvelle itération du truc qui aura existé et Mm, qui permettra d'y répondre plus intelligemment que les petits bricolages qu'on aura envie de mm, faire, quoi. mm, 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 mm. Donc voilà, quoi. Enfin voilà, ça, Bah, ouais, c'est non, il y excellent, a plein de choses. Donc c'est voilà, vous super avez un peu parlant. tu vois, iceberg, fédération, data product, c'est un peu l'idée et la petite histoire qu'on peut raconter, quoi. Ouais, ouais, puis il y a une certaine suite logique à tout ça, entre guillemets, et c'est un cheminement, entre guillemets, les gens vont pas aller faire des data products s'ils ont pas fait les étapes d'avant, ça marchera pas bien. J'espère que Ouais, ça c'est vous a top. montré des belles choses. Et encore une fois, merci pour l'invitation et au plaisir. Bah, c'est nous qui te remercions. On est ravis d'avoir pu partager ça, avec les auditeurs là, et que tu nous aies montré, tous ces détails avec cette console, qui est quand même très bien foutue. Merci Victor, Ok, c'était un plaisir de de t'avoir à nouveau. rien. Au revoir tout Merci le beaucoup. monde. Salut. À très bientôt. Ciao, ciao.